Bonjour à tous. Aujourd'hui, Threads, le nouveau réseau social lancé par Mark Zuckerberg, est censé faire de l'ombre à Twitter et donc officiellement découvert par des utilisateurs qui sont nombreux aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais pas en France. Alors pourquoi? Et puis est-ce vraiment un compétiteur de taille face au réseau social d'Elon Musk? Ce sera notre premier sujet aujourd'hui dans le débrief de Smart Tech. Au programme également la pression du gouvernement sur les réseaux sociaux de manière générale et puis la question de l'efficacité sur la protection des mineurs sur Internet avec des nouvelles mesures qui sont envisagées. Et puis on parlera des problèmes que posent les intelligences artificielles en matière de protection et de confidentialité de nos données. Deuxième partie de Smart Tech, je proposerai de découvrir une nouvelle solution de paiement dans les commerces, en magasin et en ligne qui rend un peu obsolète la carte bancaire. Et puis on terminera cette édition par notre regard sur où va le web. Mais d'abord, donc je vous propose que l'on s'intéresse au partage du renseignement face aux cybermenaces mondiales. C'est une nouvelle solution et c'est l'interview tout de suite dans Smart Tech. Avec moi pour le débrief hebdo de l'actu de la tech dans Smart Tech, Jean-Noël de Galzin, président d'Exatrust. Bonjour. Bonjour. Julien Pillot, économiste, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Bonjour également Julien. Et Alain Starot, cofondateur et président d'Artifil. On va commenter donc ensemble ces actualités nombreuses qui nous agitent. Mais d'abord, c'est l'interview de Samuel Assine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. Vous êtes le cofondateur de Filigrane. On en parle comme d'une pépite de la cyber française. Vous allez plus précisément nous expliquer cette solution donc française qui s'impose en ce moment comme un standard dans le partage de renseignements au niveau international pour faire face aux menaces cyber. Alors avant d'être start-upper, vous étiez actif au sein de l'Agence nationale de sécurité, de cybersécurité, l'ANSSI. Vous étiez responsable de l'analyse de la menace et des risques et c'est là qu'est né ce projet de plateforme pour stocker, organiser, visualiser, partager des informations qui sont utiles à l'agence pour mener à bien ses activités de cyberdéfense. On trouve quel type de données sur une plateforme de partage de renseignements qui lutte contre la cybermenace internationale? Alors, on trouve des données à la fois techniques et des données qui sont non techniques. Et l'objectif, en fait, en fondant OpenCTI, qui est donc le nom du logiciel open source qui est édité par Filigrane, c'était vraiment de pouvoir partager du renseignement qui soit à la fois du renseignement technique, donc qui aide à répondre et à détecter les cybermenaces, mais aussi non techniques, c'est-à-dire des données sur des campagnes, quelles sont les grandes tactiques, les grandes techniques utilisées par les attaquants, et quelles sont les victimes, les secteurs d'activité et les pays qui sont ciblés. Donc, au départ, cette solution est conçue pour les besoins de l'agence, et puis vous décidez d'en faire une start-up. Pourquoi? Alors, effectivement, cette solution, l'idée est née à l'agence, tout simplement parce qu'on avait des problématiques justement pour organiser et stocker et aussi diffuser et partager ce renseignement. Parce que dans le domaine en fait de l'analyse de la cybermenace ou du renseignement d'intérêt cyber, on n'a jamais l'ensemble de la solution. On a toujours besoin d'alliés, on a toujours besoin d'échanger en bilatéral, en multilatéral. Et donc cette solution a été aussi créée pour pouvoir disséminer et partager cette information-là. C'est ce qu'elle a de spécifique, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se l'approprie au-delà donc justement de l'ANSSI et même des frontières françaises. Alors, ce qui fait qu'on se l'approprie, c'est effectivement cet aspect renseignement un peu, on va dire, du sol au plafond, entre guillemets. Donc, oui. Donc cette partie où on a des données très techniques, des données non techniques, et qui permettent aussi à des équipes de se retrouver, c'est-à-dire à des équipes plutôt orientées géopolitiques, à des équipes orientées plutôt techniques. Et quand on a créé, en fait, cette plateforme, initialement donc, en open source et totalement libre, elle a tout de suite été adoptée massivement par des très grandes organisations, très matures, publiques, privées, dans le monde entier. Et simplement de passer de l'artisanat à le développer le soir, le week-end, avec mon cofondateur Julien, on a décidé effectivement d'accélérer aussi parce que les attentes étaient extrêmement fortes de la part de ces organisations. Et vous ne pouviez pas le faire au sein de l'ANSSI, au sein de l'agence? L'agence n'est pas alors, effectivement, la solution a été créée en dehors de l'agence, entre guillemets, même si on a beaucoup travaillé en interne pour notamment la feuille de route, les besoins, le test, etc. L'agence n'est pas un éditeur de logiciels, entre guillemets, et donc éditer des logiciels, c'est quand même un métier. Et éditer des logiciels, ça nécessite
quand même, on va dire, une infrastructure qui sied à une organisation plutôt privée et à une entreprise privée. Alors, vous l'avez dit, pourquoi ce choix de l'open source ? Alors pour nous, ça a toujours été une évidence. Alors d'abord parce qu'avec mon cofondateur, ça fait plus de 10 ans qu'on fait de l'open source et qu'on en a besoin. Et aussi parce que justement, cette notion de partage qui vaut pour le renseignement, elle vaut aussi pour les outils. Oui. Et cette communauté-là, qui est une communauté qui est quand même naissante, hein, parce que le renseignement d'intérêt cyber, ça a une dizaine d'années. D'ailleurs, on a fêté il y a quelques jours le rapport un peu fondateur d'une entreprise qui s'appelle Mendiant, qui fait maintenant partie de Google. De Google, oui. Et ce rapport APT1 qui est considéré comme fondateur de la discipline, c'était une enquête sur un groupe d'attaquants chinois. Et donc, ce domaine est quand même très jeune et nécessite justement des outils matures qui puissent être diffusés largement pour des questions aussi tout simplement de démocratisation du domaine. Alors, je vous pose la question de pourquoi avoir créé une start-up, être sorti de l'Agence nationale de cybersécurité, parce que justement, là, vous l'évoquez, cet exemple de Mendiant racheté par Google. Là, on a une technologie française qui cartonne, qui séduit de grandes organisations, vous l'avez dit, publiques et privées. Est-ce que le risque en montant une start-up, c'est pas qu'on soit désapproprié finalement, nous, les Français, de notre technologie ? C'est une excellente question. On espère que non, évidemment. En revanche, de créer Filigrane, ça nous a permis en un an de passer de 2 personnes, Julien et moi, en recherche et développement, à 15 personnes en R&D, ouais. plus 5 personnes sur la partie gestion du produit et d'autres parties importantes aussi de la société Filigrane. Donc cette croissance-là, elle permet aujourd'hui de délivrer une feuille de route beaucoup plus ambitieuse. Et pour nous, ça reste une évidence qu'aujourd'hui, OpenCTI se porte bien mieux que dans un contexte à but non lucratif ou juste avec 2 personnes qui s'en occupent, puisque depuis le début, de toute façon, il n'y avait vraiment que 2 contributeurs majeurs, Julien et moi, sur le projet. Et alors, c'est en train de devenir un standard même de partage d'informations, de connaissances sur les cybermenaces, puisque l'Union européenne a publié un texte qui dit que désormais les échanges entre les États-Unis et l'Union européenne doivent respecter certains standards, certaines solutions, certaines méthodes, et l'OpenCTI en fait partie. Absolument. En fait, comment est-ce que vous avez obtenu ça ? Alors ça, c'est sur un domaine qui est très connexe. On pourra en parler tout à l'heure, qui est le domaine de la désinformation et de la lutte en fait contre les ingérences étrangères, notamment dans le domaine de la sphère informationnelle et donc de tout ce qu'on voit, de ce qui se passe en Ukraine, etc. aussi aujourd'hui. Et donc on a beaucoup travaillé parce que la solution aujourd'hui respecte un standard de modélisation du renseignement qui correspond bien aussi à cette sphère-là de désinformation, puisque souvent on voit bien que dans une campagne cyber, c'est-à-dire par exemple si on regarde les élections, ce qui s'est passé avec les élections aux États-Unis et Hillary Clinton, il y a eu autant des choses qui ont commencé plutôt du domaine de la désinformation et de la sphère informationnelle qui ensuite se dérivent vers des véritables attaques cyber. Et donc, ces sphères sont assez connexes. Et la plateforme, en fait, permet autant de connecter en fait, les liens entre des équipes qui font plutôt du renseignement sur des attaques informationnelles et des attaques de cybersécurité. Mais comment il se fait très concrètement ce lien ? Alors ce lien, pour moi, ça reste très obscur. Alors non, en fait, si vous voulez, dans les équipes, on va dire un peu avancées qui font des attaques cyber, il y a un volet informationnel, il y a un volet des informations. Et on le verra, mais même quand on prépare des grands événements, quand on était par exemple à l'Annecy, quand on prépare des grands événements comme les JO, des élections, etc., il y a toujours ces 2 volets-là. L'anticipation potentielle d'attaques cyber, véritable, et l'anticipation potentielle d'attaques plutôt informationnelles, ce sont les mêmes de campagnes de équipes désinformation. qui surveillent ces 2 types de menaces ? Généralement, ce sont des équipes différentes. En France, on a Viginum qui a été créé il y a de ça 1 an et demi maintenant, mais qui est quand même dans le même giron du secrétariat général pour la défense nationale, du SGDSN, donc qui est finalement au même endroit que l'ANSSI, positionné au niveau des services du Premier ministre. Et donc, ça veut dire que ces équipes différentes, qui ont chacune leur spécialisation, peuvent se servir de cette plateforme pour recouper leurs données ? Absolument. L'idée également, c'était de dire que certains acteurs ont besoin d'avoir les 2 informations dans la plateforme. Et donc, aujourd'hui, il y a un continuum à l'intérieur de la plateforme entre cette sphère-là et les attaques cyber. Et effectivement, comme vous l'avez dit, l'Union européenne a publié un texte récemment. Et donc, entre les États-Unis et l'Europe, toutes les informations autour notamment de la désinformation doivent respecter certains standards et OpenCTI est cité comme l'outil qui va servir à échanger de l'information. Jusqu'ici, on faisait comment avec les États-Unis ? On n'avait pas de vision collective sur ces cybermenaces ?
Si, il y avait une vision collective. Je pense que c'est un enjeu politique. Après, c'est vrai que sur cette partie des informations, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts politiques aussi pour mettre en place des accords, pour mettre en place des échanges et des alliances. Mais dans le domaine de la cybersécurité, c'est entre guillemets pareil. On était souvent sur des accords un peu informels et bilatéraux. Et là, on commence à avoir des accords qui se formalisent d'échanges d'informations et d'échanges de renseignements. Bon, plus de 3200 organisations aujourd'hui qui vous suivent, qui utilisent cette solution dans le monde, et une levée de fonds réalisée en juin de 5 millions d'euros. Ça a l'air de bien démarrer, filigrane. Un commentaire, messieurs, en plateau? J'aime beaucoup le lien entre l'information et les cyberattaques, la désinformation et les cyberattaques. On va en reparler, mais je pense qu'on sous-estime gravement le danger de la désinformation, même si ici on est tous aiguisés sur le sujet. Les mots, on n'imagine pas le pouvoir que ça peut avoir. On en parlera plus tard. On va attaquer tout de suite donc notre débrief actu. D'ailleurs, vous restez avec nous, Samuel Assine, cofondateur de Filigrane, et Jean-Noël de Galzin, Julien Pillot, Alain Staron. C'est le débrief tout de suite. Les débatteurs de Smartech aujourd'hui s'appellent Jean-Noël de Galzin, président d'Exatra, Julien Pillot, économiste, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC, et Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil. Et restez avec nous, bien entendu, Samuel Assine, cofondateur de Filigrane. On en a parlé tout à l'heure, à l'instant. Donc, petite pépite, enfin même grande pépite, qui est en train de devenir grande pépite de la cyber française. Je voulais qu'on commence ce débrief par l'actualité du jour. La plus chaude, c'est la naissance de Threads. Donc, Threads, nouveau réseau social annoncé par Mark Zuckerberg, qui pourrait faire de l'ombre éventuellement à Twitter. En tout cas, son interface y fait grandement penser. Cette application est disponible officiellement depuis ce matin aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais pas dans l'Union européenne. Déjà, première réaction, est-ce que vous avez pu regarder à ce que ça ressemble? Est-ce que ça vous séduit, l'idée d'avoir un nouveau réseau social sur un modèle de Twitter, mais qui ne soit pas chez Elon Musk? Je t'en prie. Alors. Elon Musk, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais le fondamental du réseau social du genre Twitter, c'est les communautés et les usages qui en sont faits. Donc, un de plus, très bien. Il y a la puissance de feu de Meta derrière. Oui, donc, parce que ce réseau social sera lié à Instagram. Voilà, donc du coup, il ne faut pas s'étonner s'il les croît très très vite. Après, ce que les gens vont faire est une vraie question. On est sur Twitter, c'est très politisé, Twitter. Insta, c'est très commercial et c'est très... je suis beau, suivez ma vie. Ouais. Show off. Donc, je ne suis pas sûr que les gens s'en saisissent de la même manière qu'on se saisit de Twitter. Et question ouverte. Oui, Julien ? Un concurrentialiste économiste va plutôt regarder si Threads peut devenir effectivement un Twitter killer. Beaucoup s'y sont essayés, notamment depuis la reprise en main de Twitter par Elon Musk. Pour l'instant, personne n'a réussi. Pourquoi ? Parce que généralement, les services numériques, en tout cas les plus puissants d'entre eux, ceux qui dominent un petit peu le game, jouissent en fait d'effets de réseau qui font qu'on est très peu incité, une fois qu'on a nos routines et qu'on a nos communautés, de quitter le réseau social avec le risque de perdre finalement tous les acquis. Pas facile de redémarrer à zéro. Exactement. Mais là, il est vrai que c'est méta. Il y a des compétences techniques, il y a des compétences financières et il y a aussi une communauté déjà énorme préinstallée sur Instagram, ce qui veut dire... 1,6 milliard. Hein. Ouais, on parle même parfois de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Sur Insta alors c'est 2,8 milliards sur l'ensemble de Meta. Ouais. Et sur Insta, c'est 1,6 milliard, effectivement. Donc ça fait une base installée potentielle d'utilisateurs qui est vraiment colossale et qui pourrait effectivement, d'un coup d'un seul, démontrer que pour aller faire du show-off ou autre chose, c'est peut-être du côté de Threads que ça va se passer désormais. Parce qu'on ne fera peut-être pas effectivement la même chose. On voit par exemple le succès de LinkedIn qui devient aussi un réseau social à la Twitter, mais il s'y passe totalement autre chose que sur Twitter. Jean-Noël, votre appréciation déjà de cette innovation de Meta. LinkedIn, c'est utile. Ouais. À mon avis, c'est utile. Bon, je ne sais pas si Twitter, c'est utile pour s'informer. Après, est-ce qu'il en faut un ou pas? Désinformé. Quand on est bien éduqué, ou quand on a fait quand on a appris à l'école, où on a appris des langues, etc., on peut communiquer librement. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant avec Elon Musk, c'est la philosophie de la personne, qui consiste à dire, bon, il y a un endroit où on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, de manière débridée, au-delà de toutes les règles et les lois. Ça, c'est quand même intéressant. Donc après, la réalité commerciale qu'il y a derrière, moi personnellement,
je ne sais pas si c'est utile simplement dans la vie, voilà, tout simplement. Donc c'est À ça quoi que les va gens doivent servir se ce nouveau Il n'y a réseau qu'une seule social chose que je sais, c'est que pour moi, le groupe Meta, bon, d'abord, le groupe Meta, il peut se tromper, hein, il s'est trompé sur la réalité virtuelle, ça fait 20 ans qu'on essaye de fabriquer des mondes virtuels, et c'est pas quelque chose de facile. On voit bien que c'est un sujet culturel, quand même, humain, qui touche à l'humain, et moi, le point que je sais par rapport à Meta, c'est le problème de la vie privée. Si c'est pas lancé en Europe, c'est pour des problèmes de vie privée et de données personnelles. Donc moi, par principe, je sais déjà que je ne serai pas forcément le premier client. Ce qui est intéressant, vous parliez de LinkedIn. Sur LinkedIn, on voit de temps en temps des commentaires qui disent « Hey, on n'est pas sur Twitter ». Ouais. Tout à Donc fait. il y a vraiment chacun une conscience assez forte. Alors je ne sais pas combien de temps cette porosité peut ne pas grandir, mais une conscience assez forte de ce qu'on vient faire sur chacun des réseaux. Oui. Et LinkedIn a un vrai but professionnel. Professionnel. Twitter a un vrai but, je ne sais pas quoi. Informationnel ou Informationnel désinformationnel pour plutôt, d'autres. et puis tendance politique quand même. Hein. Absolument. Ouais, Beaucoup très plus qu'autre engagé. chose, Ouais. très engagé, voilà. Thread pourrait bien avoir un autre positionnement. Il faut savoir quand même que sur Insta, il y a déjà un réseau social. Hein. On ne fait pas juste partager des photos sur Instagram, c'est déjà un lieu de discussion hein, pour Oui, une grande malheureusement, partie des, ils disent des plutôt du utilisateurs. texte et moins d'images. Enfin, ils veulent changer. Du coup, le show-off sans images, je ne sais pas ce que ça va donner. Une fonctionnalité qu'il faudra scruter de près, sur laquelle communique pour l'instant, parce que c'est pas encore implémenté, mais communique Facebook sur le lancement de Threads, c'est sur son interopérabilité avec d'autres réseaux Exactement, sociaux. ouais. Ils appellent ça le Fediverse, et l'idée c'est de pouvoir avoir une expérience finalement d'utilisation sans couture lorsque l'on passe d'un univers tel que Threads vers un autre comme Mastodon éventuellement. Twitter de son côté reste très arc-bouté sur sa politique générale de base, de rester très très fermé en silo. Peut-être que ça pourrait le desservir à l'avenir. Oui, c'est vraiment un nouveau modèle aussi hein, de réseau social là, qui est proposé par Mark Zuckerberg. C'est intéressant. Alors effectivement, Jean-Noël, vous avez raison. On n'y a pas le droit en France et plus largement dans l'Union européenne pour des questions de règlement sur la protection des données personnelles. Est-ce que ce n'est pas également une menace finalement de la part des GAFA pour dire, regardez finalement toutes nos innovations, parce qu'on a aussi Google, Bard, de la même façon, qui est bloqué aux portes de l'Union européenne, pour dire, regardez toutes ces innovations, non, vous n'y aurez pas droit. Ça va peut-être donner naissance à des innovations différentes, les nôtres. Voilà, moi, j'aime pas trop l'idée quand même que on voit bien on parlait d'Elon Musk. Aujourd'hui, il cherche un modèle économique. Finalement, il cherche un modèle économique. Il teste des choses. Quand il dit je veux certifier les comptes, finalement, il veut recréer LinkedIn. LinkedIn, je m'authentifie, je me certifie, je mets mes renseignements, et là, je partage de l'information dans un but précis et authentique quelque part. Bon, voilà, moi je trouve que ça c'est plus intéressant, c'est plus proche de la réalité et du moyen d'utiliser l'électronique pour être le plus mondial possible finalement. Alors il passe de la certification à l'auto-certification quand même. C'est une période un peu compliquée pour Elon Musk et son réseau social Twitter parce que justement il cherche son modèle économique, donc il y a plein de fonctionnalités qui sont désormais payantes, il y a des limitations qui s'installent. Est-ce que c'est pas le bon moment dans cette rivalité Mark Zuckerberg-Elon Musk, pour l'un de prendre le pas sur l'autre? Évidemment que le moment est plutôt bien choisi, parce que Twitter est affaibli. De la bouche même, l'aveu même d'Elon Musk. Elon Musk a dit il y a quelques mois que Twitter avait perdu à peu près 50% de sa valeur par rapport au prix qu'il a déboursé, 40 milliards, quand même, pour mettre la main sur le réseau social. On sait aussi que Twitter a perdu 60% de ses 100 plus gros annonceurs mondiaux, qu'aujourd'hui, justement, ils essaient de rétropédaler un petit peu pour essayer de les ramener de nouveau sur le réseau social sans garantie de succès. Donc Twitter, aujourd'hui, est en difficulté, et c'est peut-être le bon moment, est-ce qu'il a un genou à terre, de lui porter peut-être une estocade. En tout cas, je suis absolument convaincu que Mark Zuckerberg y pense très fortement. Et alors, quant à cette question de la réglementation européenne qui finalement fait barrage à ces nouveautés? Très bien. Très bien. Je vous suis tout à fait. À un moment, ce sont des innovations conduites par une philosophie nord-américaine, donc qui est très business-minded. Nous, en Europe, on est très humain-centrique, centré sur l'individu, et c'est assez différent. On discute avec des Américains, ils n'ont pas du tout la même perception de ce qu'est la privacy, confidentialité. La confidentialité. Donc du coup, nous n'avons pas le choix, répondre à un besoin parce que tout le monde voit ce qui se passe. Et c'est comme dans les pays en voie de développement, il y avait le modèle économique occidental. Nous devons répondre avec nos modèles à nous.
Ouais. et proposer Est-ce qu'on autre peut chose. tenir? Est-ce que Non. la digue va tenir longtemps? Je pense Non, que c'est ça, pas une- Parce que là, on va Non, non. La rentrer digue, dans une c'est phase pas de une digue. négociation Non, quand non, pas même. une digue. La digue Je tient pense pas que que ça si, soit une digue. que si ça monte d'un côté, pas de l'autre. Dès qu'on monte de l'autre côté, la digue, elle est équilibrée. Là, vous Il faut ne pensez juste pas qu'on on rentre peut en imaginer négociation avec les GAFAM? Je pense qu'on peut imaginer que la digue rompe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une forme de ménage qui soit fait par la société américaine qui considère qu'au bout d'un moment, elle devient ingérable socialement, avec finalement le peu de règles qu'elle a au regard. Par exemple, nous, on a un État qui est très fort, qui est sur le social, sur l'éducation, sur la sécurité, sur tout un tas de sujets pour régler la vie des gens. Et on a ce qu'on appelle, par exemple, pour les retraites, un système par répartition. Enfin, tout ça passe par de la régulation. Si on laisse ce genre de réseau ou d'œuvres collectives gérer nos échanges, à ce moment-là, à quoi servent toutes les règles qu'on a bâties? Mais au sein tous les même cas, de faut l'Union tout européenne, adapter. on s'interroge quand même sur un excès de régulation qui serait pénalisant. Oui, et en même temps, Oui. on se veut Oui. normatif. Oui, Oui, C'est-à-dire qu'on on espère... fait beaucoup de choses. Voilà. On fait énormément de La- choses. La réglementation, à en mon Europe avis, aujourd'hui. elle est là pour poser les fondamentaux de l'Europe. Il faut innover dans le cadre des fondamentaux. C'est pas les mêmes qu'aux Oui. États-Unis, c'est pas les mêmes qu'en Chine, donc on ne doit pas innover de la même manière. À un moment, il faut qu'on le réalise et qu'on innove, parce Bon, que la digue, alors, sinon, elle va C'est tomber. l'innovation. Moi, je Peut-être pense qu'on est défensif. Je pense que dans tout ça, pour le moment, vous parlez de digue, ça Ouais. veut dire qu'on est défensif. Complètement, oui. Donc, l'intérêt de mettre, entre guillemets, des digues, c'est de gagner du temps. Donc, on gagne du temps, pourquoi? Pour innover Mais il faut et pour faire. trouver des alternatives. Donc, Voilà. moi, je trouve ça va nous permettre à un moment de créer des alternatives. Bon. C'est ça qui est bien. Alors, dans le genre nouvelles mesures, on attaque notre deuxième sujet ensemble, protection des mineurs, nouvelle majorité numérique officielle à 15 ans, contrôle d'accès aux sites pornographiques qui posent des questions technologiques, mais aussi d'anonymat et de confidentialité. D'abord, peut-être une réaction sur cette majorité numérique, sachant que la réalité est toute différente. On sait que les enfants, dès l'âge de 8 ans pratiquement, sont tous sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce que nous dit la CNIL. Une dernière enquête de la CNIL qui disait que la première inscription sur un réseau social interviendrait en moyenne vers l'âge de 8 ans. Et plus de la moitié des 10-14 ans sont déjà présents sur ces plateformes. Donc, que pensez-vous de cette majorité numérique à 15 ans comme il n'y a pas de qui va donc rétroactivité. obliger les parents, parce que ça remet la question de la responsabilité des parents, va obliger les parents à s'intéresser au sujet et à donner leur Oui. accord. On parle beaucoup de responsabilité parentale en ce En moment. ce moment, c'est le gros sujet. C'est un ouais. peu le gros sujet. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve que plus on met de règles, plus on ramène le numérique à une réalité dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit, mieux c'est finalement. Je trouve ça très bien, très normal. J'ai plein d'exemples, vous en avez sûrement aussi, des exemples. C'est des âges pas faciles à négocier avec les parents en plus. 13-15 ans, c'est pas le plus simple pour discuter de l'accès aux réseaux sociaux. Le problème, c'est que le reste de la société, par la médiatisation, rend adultes plus tôt des adolescents. Ouais. Enfin, on le voit bien, on est tous plus mûrs plus tôt, nos enfants sont tous plus mûrs. Donc du coup, ça devient compliqué en tant que parent de dire, c'est à 18 ans que tu seras responsable de tout, et à 15 ans que tu peux aller sur les réseaux sociaux, avant, tu restes un enfant. Mais non, papa, regarde la pub, le machin, le truc, les héros de films, ils ont 10 ans, ils sont déjà Et puis super-héros. il y aura la pression sociale, c'est-à-dire que les parents, dans la grande majorité, vont donner leur accord, j'imagine, Julien. Oui, mais s'il y a un problème, Oui. s'il y a un problème, s'il y a un délit ou quoi que ce soit, ou à l'inverse, s'il y a du harcèlement ou des choses comme ça, on pourra peut-être de retrouver plus rapidement l'origine du problème, le déceler plus rapidement. Et voilà, là, on parle de sécurité aussi. Est-ce que- C'est pas si simple. Oui. Est-ce que ça remet pas quand même finalement aussi cette problématique-là et les parents, etc., devant aussi les aspects un peu quand même de fracture technologique et d'inégalité? Parce que on sait bien que quand même dans certaines familles, une partie de l'éducation, etc., donc l'accord parental, discuter de ces sujets-là à la maison, on a certaines familles qui ne sont pas forcément capables de le faire. Ensuite, il y a quand même des contraintes technologiques à mettre en place ce type de contrôle. Et donc, est-ce que cette technologie-là sera aussi accessible à des familles potentiellement plus modestes? Moi, je trouve que ça remet quand même aussi en perspective tout ce qu'on dit là. C'est vrai que nous, on a tendance à vouloir bien éduquer nos enfants, à leur parler de désinformation, etc. Mais là, ça remet quand même devant toutes les contraintes que ça pose finalement cette majorité numérique à 15 ans. Alors ça s'accompagne aussi de tout un tas d'obligations de la part des réseaux sociaux sur de la prévention, de l'information contre le cyberharcèlement. Mais est-ce que cette clé d'entrée, 15 ans, là,
nécessite jusqu'à 15 ans l'accord parental, ça vous semble intéressant, Julien, vous ? Ça me semble intéressant, oui, à condition que ce soit techniquement réalisable et sur une base juridique solide. Moi, je m'interroge sur la capacité finalement des réseaux sociaux à pouvoir contrôler et ensuite sécuriser finalement l'identité des mineurs, parce qu'on parle de mineurs là, qui vont devoir pouvoir justifier de leur âge et finalement démontrer leur identité. Donc moi, sur la partie technique aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un flou. Alors, donc ça, on recoupe le sujet avec le contrôle d'accès aux sites pornographiques. C'est quelle technologie on va choisir demain pour s'assurer de l'âge des utilisateurs. Absolument. Ouais. Et puis ça va complètement à l'encontre, on voit bien avec le lancement de Fred, 5 millions d'utilisateurs en une nuit. Si jamais tout le monde doit scanner sa carte d'identité, avoir l'accord parental, quelque chose de lourd, signé, c'est contre-productif par rapport à un réseau social qui veut se lancer rapidement et croître rapidement. Ça va à l'inverse de la fluidité, effectivement, qui est généralement fait le sel numérique. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est que j'ai jeté un petit coup d'œil au texte tel qu'il est aujourd'hui ficelé et on peut apprendre que l'accord d'un parent peut être suffisant pour pouvoir s'inscrire lorsqu'on est mineur, mais également la demande d'un des deux parents peut être suffisante pour forcer la désinscription du réseau social. Moi, je pose la question, il y a de plus en plus de familles qui sont éclatées. Qu'est-ce qui se passe lorsque papa est d'accord et maman n'est pas d'accord ? Voilà. Finalement, comment est-ce qu'on va trancher ce genre de choses ? Et l'enfant va se positionner comment mieux de tout ça ? Non, parce que c'est vrai que d'habitude, quand il faut l'accord des deux parents, c'est sur des sujets généralement plutôt homogènes. Consensuels. Consensuels, effectivement. Là, sur les réseaux sociaux, même d'ailleurs l'acquisition d'un téléphone portable, etc., on sait que c'est quand même soumis généralement... Quand même. Je pense que c'est... mais moi, je pense que c'est hyper utile. Parce Là, on vient de soulever quand même un lot critique important. Mais oui, d'accord, mais évidemment, mais ce sont des choses nouvelles, des réalités. Il y a des problèmes. Moi, j'ai vu autour de moi par exemple, j'ai un exemple en tête d'une jeune femme qui s'est fait embarquer. Elle est fille d'une gardienne dans un immeuble. Elle vit dans une loge. Pour elle, elle avait un téléphone. C'était le moyen d'aller à l'extérieur, de prendre contact avec des gens, etc. Elle s'est fait embarquer par des manipulateurs. Elle est partie dans les banlieues, etc. pendant une semaine à 13 ans. Elle est tombée enceinte. Il y a eu ça a été toute une problématique. C'est sa mère séparée. Le père était parti, la mère, elle, cherchait sa fille, elle a demandé à la police, il ne pouvait pas la récupérer. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Est-ce que cette majorité numérique aurait empêché cette histoire ? Mais on va en parler. C'est ce que vous disiez à l'instant. On va parler du sujet. On va mettre le sujet du numérique sur la table. On va se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, comment on accompagne les gens. On va parler du téléphone à l'école. On va pas l'interdire, mais on va en parler. Donc c'est aussi tout le sujet de la prévention que vous mettez en avant. Et on peut avoir des dispositifs. Allez, on enchaîne parce que le temps passe vite. Je voulais qu'on parle de la pression que met le gouvernement sur les réseaux sociaux. Une pression maximale, nous dit Jean-Noël Barrot dans une interview à Challenge, puisque au moment des émeutes, le président de la République a constaté que finalement, c'était un facteur favorisant pour se rassembler, se motiver, se regrouper. Oui. Oui, alors. Est-ce que c'est condamnable ? Donc on rassemble du coup les réseaux sociaux, les plateformes vendredi pour leur demander de s'exécuter un peu plus rapidement sur le retrait des contenus et de surveiller ce qui s'y passe sur leur réseau. Oui, mais il y a une difficulté, il y a un flou. C'est que comment est-ce qu'on fait le distinguo entre un contenu qui se veut informatif, je rends compte d'une situation, et là, effectivement, il y a un tramway qui est en train de brûler, là, il y a une mairie qui est en train de se faire attaquer au mortier, et l'incitation à aller prendre part à ces exactions. C'est extrêmement compliqué, d'autant que la frontière entre les deux peut être très fine. Quand vous êtes, on parlait des jeunes tout à l'heure qui ont un usage parfois peu précautionneux des réseaux sociaux, lorsque vous voyez une vidéo à usage informatif, ça peut vous inciter de façon indirecte à vous-même aller dans la rue pour aller casser ou tout simplement aller peut-être piller des magasins. Donc, en fait, c'est extrêmement compliqué. Les plateformes, à bon droit, vont dire, mais écoutez, nous, on est juste là pour relayer de l'information, et de fait, c'est ce qu'on fait, et on va faire effectivement la chasse aux quelques contenus qui incitent ouvertement à la dégradation, à la violence et à tout un tas d'autres exactions. Mais l'incitation, elle se fait par le simple visionnage de vidéos à caractère informatif, parfois. Après, j'ai l'impression que ça fait quand même des années qu'on dit les réseaux sociaux, les plateformes ne s'exécutent pas quand on leur demande de retirer des contenus. Elles sont lentes, elles traînent des pieds. Elles s'exécutent peu.
Moi, je suis pas là-dessus. On suit quand même le sujet de près depuis longtemps. Moi, je me souviens, il y a déjà 5 ans de ça, j'étais à Bruxelles lors d'une réunion avec les GAFAM pour parler justement des sujets de modération des contenus, etc. Il y a eu énormément d'efforts qui ont quand même été faits. Je veux dire, quand on regarde les moyens investis, par exemple, par Meta sur les équipes de modération, sur les algorithmes, etc., on ne peut pas dire qu'ils soient restés les bras ballants. Et d'ailleurs, Elon Musk fait effectivement tomber un peu toutes les barrières de ces algorithmes et de ces équipes de modération qui ont été, choix inverse, qui ont été coupées en 10 ou divisées par 10 en termes d'effectifs. Donc il y a eu quand même vraiment il y a eu des efforts qui ont été faits. Après, c'est vrai que ça reste un sujet extrêmement complexe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on parlait d'innovation tout à l'heure. Quand on regarde aujourd'hui ce que ça veut dire faire un réseau social, créer un réseau social en Europe, en partant de rien, pour une start-up par exemple, et je pense à nous côté Filigrane, aujourd'hui c'est quasi impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas la puissance financière, technologique, etc., d'un Meta pour justement mettre ce type de barrières en place, ça nécessite vraiment des moyens colossaux. Et là encore, ça oblige une négociation, on est obligé de les recevoir, de leur demander... Oui. Eh oui. La réglementation est toujours en retard sur l'innovation. Alors, on essaie de poser des principes en Europe, ce qui est très bien, mais c'est assez récent. Ces trucs-là, ils existent depuis 20 ans maintenant, quand même. 20 ans, 2004. Ouais. Donc 20 ans, j'ai eu le temps de croître et embellir, de s'installer, de créer des réflexes, ce qui fait que même la population n'est plus d'accord avec son gouvernement pour réglementer. Après que la conséquence soit un catalyseur des émeutes, et c'est une évidence. Par rapport à l'idiot du village au bar le samedi matin qui peut raconter des bêtises et puis après on passe à autre chose, l'idiot du village, il a soudain 1 million de villages avec lui, et donc du coup c'est plus pareil. Donc l'effet est clair. C'est un catalyseur. Ça fait 20 ans que ça existe. On ne peut pas facilement changer les choses. Et donc, dès que le politique dit « coucou, il faut faire quelque chose », les autres ont un bon droit de dire « attendez, il n'y a pas de réglementation. On ne sait pas séparer les bons messages des autres. » Et le public dit « non, mais moi, j'en ai besoin. » C'est compliqué. Alors, dernier sujet, est-ce que ces IA génératives vous inquiètent en matière de protection des données, de confidentialité des informations que l'on déverse au moment où l'on réalise les prompts? Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour les entreprises de la cyber? C'est un sujet intéressant en tous les cas, parce que ça ouvre plein de... Disons que c'est une technologie plus aboutie qui va vers l'interaction en langage naturel avec la machine. Ça permet de systématiser, d'automatiser, de tester tout un tas de choses. Ça va permettre de développer, on va dire, les codes basiques plus rapidement, de faire de la maintenance plus rapidement. Bon, voilà. Après... oui, la problématique de l'IA générative avec les données. C'est vrai que l'IA générative est plus performante avec plus de données. Oui. Bon. Donc, quand ce sont les entreprises qui saisissent leurs données dans ChatGPT, par exemple, ces données vont directement aux États-Unis, ça pose un petit problème, non? Alors, ça pose un petit problème. Moi, je me souviens avoir parlé de ce sujet-là avec le directeur général, par exemple, de la Gendarmerie nationale. On a parlé de ce sujet-là. C'est intéressant parce que lui, il dit « mais moi, j'ai besoin de ça. » Mais je ne peux pas l'utiliser en l'état parce que, justement, il y a cette problématique des données. Donc il nous faut un ChatGPT européen. Mais voilà, il nous faut des solutions équivalentes. On a des solutions. On en a reçu, c'est vrai. On en a. Vous avez raison, Alain. Donc c'est juste que là, c'est quelque chose qui arrive dans l'actualité et je pense qu'on découvre des choses avec. Voilà. Et donc il faut quand même être conscient de tous ces risques. 100 000 comptes qui ont été découverts sur le dark web, 100 000 comptes de ChatGPT, des plaintes à la CNIL qui commencent à pleuvoir, même pour des IA génératives qui ne sont pas encore en France. Il y a une plainte à la CNIL contre Bard. Merci beaucoup pour vos commentaires. On arrive déjà à la fin de ce débrief. Jean-Noël de Gazin, président d'Exatrust, Julien Pillot, économiste, et Alain Starou, cofondateur, président d'Artifice, Samuel Hassine, cofondateur de Filigrane. Merci encore. On part pour une petite pause et ensuite, on va s'intéresser à un nouveau mode de paiement. Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech, deuxième partie de l'émission. On va s'intéresser, je vous l'ai dit, on va découvrir ensemble une nouvelle solution de paiement, une nouvelle solution de paiement française qui veut rendre la carte bancaire obsolète. Et restez avec moi en plateau, Julien Pillot, économiste, qui a commenté cette actualité importante dans le débrief de l'actu. Julien, donc on va découvrir ensemble de l'UPE grâce à son président fondateur, Joël Alexis Bialkiewicz. Bonjour, bienvenue dans Smart Tech. Alors, c'est une solution donc mobile, gratuite. On peut payer en un clic et ça se passe totalement de la carte bancaire parce que vous nous dites finalement l'ACB,
c'est un modèle qui est un peu en train de s'essouffler. J'ai envie de vous dire, ah bon, vraiment? La carte bancaire, quand elle a été créée, était une innovation majeure. Aujourd'hui, elle sert partout, tout le temps. Aujourd'hui, elle sert partout, tout le temps, mais elle est rendue de plus en plus obsolète par des moyens de paiement innovants. Et de l'UPay... Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un modèle qui est en train de s'essouffler, la carte bancaire? De plus en plus de personnes aujourd'hui ne prennent même plus leur carte bancaire avec eux. Ils la rentrent dans leur téléphone et ils utilisent leur téléphone pour payer. Mais elle est quand même là, la carte bancaire. Elle est quand même là, mais en fait, elle ne sert plus à rien, sauf à polluer et à permettre des fraudes. Polluer, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une carte bancaire, c'est un rectangle de plastique avec du métal et une date d'expiration. Donc c'est un objet polluant et jetable, alors que finalement, l'avenir du paiement, c'est le paiement mobile. Et les fraudes, donc vous nous dites, aujourd'hui, ça représente un taux important. Ça, c'est vrai, c'est un constat, un taux important de fraude, mais parce que c'est largement utilisé. C'est aussi la conception même du système de la carte bancaire, puisque la carte bancaire, pour des raisons historiques, c'est d'abord un numéro. C'est le numéro de carte bancaire. Il faut savoir que les premières cartes bancaires ne comportaient même pas de bande, même pas de puce. Et ce numéro de carte bancaire qui existe encore aujourd'hui... La puce qui a été apportée par Roland Moreno. Exactement. Inventeur français. Tout à fait. Tout à fait. Et malheureusement, malgré cette invention française, la carte bancaire est un moyen de paiement qui est essentiellement américain. Et donc, vous nous dites que par conception, elle est aujourd'hui trop fragile et que vous allez apporter une solution plus robuste. En fait, même si vous n'avez jamais de votre vie payé sur Internet... Il suffit que vous payiez dans un restaurant. Vous avez une personne qui prend une photo subrepticement, et puis votre numéro de carte bancaire se retrouve sur le dark web. Oui. Bon, après, aujourd'hui, pour réaliser des paiements en ligne, en l'occurrence, on demande la double authentification. Il y a tout un tas de process qui permettent quand même de contrôler l'authenticité Alors, malheureusement, du ce payeur. n'est pas systématique. Et en plus de donc, les transactions par carte bancaire sans double authentification existent encore. Mais en plus de ça, la double authentification, c'est la double peine. Parce que quand vous payez en ligne, non seulement vous devez saisir 23 chiffres, donc les 16 chiffres de votre carte bancaire, les 4 chiffres de la date d'expiration, les 3 chiffres du cryptogramme. Ouais. Si vous vous trompez sur un de ces chiffres, pour éviter les fraudes, on ne peut pas vous expliquer où est le problème. Donc du coup, on vous dit simplement transaction refusée, ce qui rend les clients fous. Non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'irritants parce que derrière, on reçoit un code par SMS, on doit éventuellement se connecter à sa banque. C'est très compliqué. Alors, expliquez-nous, vous, comment ça marche, votre solution? Alors, de l'UPay, donc, c'est une solution qui est simple, sûre et rapide. Comment ça marche? Ça repose sur quelle solution? Alors, en fait, de l'UPS, c'est donc une application mobile qui permet de payer directement avec différentes technologies. On ne s'est pas focalisé sur une technologie comme par exemple les acteurs asiatiques qui ne supportent que le code QR. On est agnostique en matière de technologie. Moi, j'ai un background technologique. À la base, je suis ingénieur en informatique et docteur en informatique théorique. Donc la technologie, ça me connaît un peu. Le paiement, ça me connaît même beaucoup puisque j'ai 10 ans d'expérience comme dirigeant de banque. Et donc, je me suis focalisé sur l'expérience client. Ouais. Plutôt que sur la technologie. Donc, c'est quoi? C'est du paiement de compte à compte? Comment ça fonctionne? Non. C'est un vrai moyen de paiement. C'est un intermédiaire entre le client et le commerçant qui permet aux clients et aux commerçants de ne pas avoir de soucis à se faire en matière de confiance. Le client sait que si jamais il a un problème, il a un recours en cas de litige. Et le commerçant, lui, même si le client paye à débit différé, le commerçant sait qu'il sera payé. Si le paiement est accepté, il a la garantie d'être payé. Alors, Joël Alexis, vous avez 30 secondes pour m'expliquer comment ça marche. Comment ça marche? 30 secondes. En fait, c'est extrêmement simple. Vous voulez payer dans un commerce physique, donc vous pouvez soit scanner un code QR, soit tapoter un tag NFC, soit taper le numéro de caisse. Vous avez la transaction qui apparaît. Vous vous authentifiez avec la biométrie et en moins de 3 secondes, c'est payé. Vous les payez en ligne. Il faut que je charge une application? Oui, vous devez bien sûr avoir l'application. Donc ça passe par une application sur laquelle je crée un compte, je mets de l'argent dessus? Non, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent dessus. En fait, on va vous attribuer un plafond en fonction de votre solvabilité. Donc c'est vraiment, ça remplace la carte bancaire. Contrairement à d'autres solutions qui se contentent d'être un cash-sexe pour la carte bancaire, ou bien simplement un moyen de rendre
plus facile d'effectuer des virements. Merci beaucoup, Joël Alexis Bialkiewicz, fondateur de Delupec. Vous reviendrez donc sur ce plateau. Tout de suite, on va regarder où va le web. Et c'est parti pour Où va le web. Eva va nous parler de Métavers Light. Faites un tour dans votre future entreprise avant d'y travailler. C'est l'ambition que s'est donnée la start-up française Virteam, car aucun entretien ne peut remplacer l'expérience du réel. Virteam propose aux candidats des visites virtuelles des entreprises. Attention, pas question de mentir sur la marchandise ou d'enjoliver la société. La visite n'a rien d'un jeu vidéo. On parle ici de Métavers Light. L'interface est simple, la connexion rapide et les images sont comparables aux vrais locaux. Virteam se sert de vraies photos. Il crée ensuite un jumeau numérique, tout simplement une représentation virtuelle de ces photographies. Et y ajoute également des fois des vidéos cliquables. C'est bien tout l'enjeu pour ne pas perdre un candidat, selon Kevin Soller, le CEO. Il faut qu'il découvre l'entreprise comme elle est vraiment et l'expérience utilisateur doit être optimisée. Après cet avant-goût des locaux, Virteam étend parfois la visite virtuelle aux environs de l'entreprise. On donne au candidat un aperçu de la ville, du quartier dans lequel il pourra chercher un logement, un facteur presque tout aussi important que l'entreprise elle-même. Virteam a su ces dernières années séduire des grands groupes comme Orange, Leroy Merlin, Schneider Electric ou encore Allianz. Il est aussi très apprécié des secteurs qui peinent parfois à recruter et à séduire les jeunes talents, comme le secteur bancaire. Et ben, les débats continuent en plateau dans Smart Tech, mais on n'a plus de temps, on doit rendre l'antenne. Merci beaucoup Joël Alexis de Bialkiewicz de Delupec qui nous a présenté cette nouvelle solution de paiement sans carte bancaire. Merci à Julien Pillot d'être resté aussi avec nous jusqu'à la fin. C'était Smart Tech et je vous souhaite à tous une excellente journée.